Alors, moi, je propose qu'on commence pour respecter les temps parce qu'il y a peut-être des gens qui sont connectés online. Et comme Leda l'a bien rappelé, si vous voulez bien mettre vos bips sous silencieux, comme ça évite de déranger notre orateur. Donc, on accueille à nous ici, merci Nicolas, pour récidiver, donc venir chez nous, le professeur Nicolas Weiss, qui, je le présente pour qui ne le connaît pas, de l'Université de Sorbonne Paris, la Pitié-Salpêtrière. Expert en réanimation avec beaucoup de domaines d'intérêt. On a parlé la dernière fois. On a en commun un intérêt partagé pour le cerveau, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même un organe assez compliqué. Et on a demandé cette fois-ci à Nicolas de venir chez nous et de nous parler d'un sujet qui est pour finir très vaste, avec des aspects très spécifiques pour certaines parties, qui est l'encéphalopathie hépatique. Donc, Nicolas, je te laisse la parole. Il y a des gens qui sont connectés online qui pourront poser des questions. Si vous voulez poser des questions, peut-être Nicolas peut le répéter pour les gens qui sont connectés. Et voilà, je te laisse la parole et j'ai baissé un peu le mien, comme ça on se voit bien. Merci beaucoup Fabio, merci beaucoup à tous et tous de m'accueillir ici à Bruxelles pour parler un petit peu d'encéphalopathie hépatique. Et donc beaucoup vous parlez de ce qu'on ne sait pas. Donc il y a quand même encore plein de zones d'ombre et c'est justement ça qui est particulièrement intéressant dans cette pathologie. Ça c'est mes liens d'intérêt en lien avec de la recherche financée sur l'encéphalopathie hépatique et également quelques activités de consultanat sur l'ammoniémie des anticompléments. Alors tout d'abord, un petit peu d'introduction historique. Alors on sait de longue date que quand on est malade du foie et qu'on est tout jaune, on yoyote un peu du chapeau. Par le passé, les auteurs anciens avaient décrit ça. Puis finalement au Moyen Âge, en Italie, on a très bien décrit ça. Et puis, c'est resté un petit peu comme ça jusqu'à ce que, fin du 19e siècle, des travaux de physiologistes aient fait toute une série d'expériences de chirurgie anomale. Et donc, dans les différents modèles animaux qu'ils utilisaient, dans l'équipe de Pavlov, ils utilisaient en fait une fistule et en fait, ils faisaient chirurgicalement un shunt portosystémique. Et donc, ils regardaient un petit peu ce que ça donne quand on fait des shunts portosystémiques chez le chien. Et ils avaient observé que, en fait, ces chiens, quand on leur donnait de la viande, ils avaient un tableau neurologique assez important. Et puis, on en est un peu resté là jusqu'à ce que finalement, au King's College en 54, l'équipe de Sheila Sherlock, Dame Sheila ou Dame Sherlock comme disent les Anglais, a décrit ce qu'ils avaient initialement appelé le portal systemic encéphalopathie. Et vous allez voir, on va rediscuter un peu de la physiopathologie. Peut-être que cette appellation est peut-être un peu plus juste que encéphalopathie hépatique à revoir. Alors, l'encéphalopathie hépatique, qu'est-ce que c'est? Quelle est la définition officielle? La définition actuelle, c'est les symptômes neurologiques ou neuropsychologiques causés par une insuffisance hépatique et ou un shunt portosystémique. Et pendant très longtemps, le causé était en fait un associé. Et donc, si on y mettait beaucoup de mauvaise foi, ce que de temps en temps on sait faire en réanimation, on pouvait dire symptômes neurologiques associés à une maladie du foie. L'alcoolique avec une cirrhose qui tombe, il a un sous-dural, donc c'est de l'encéphalopathie hépatique. Et donc, la conférence de consensus internationale européenne et américaine en 2014 a enfin entériné et décidé de remplacer le associé par causé par. Et probablement que ça a permis un petit peu dans les travaux de recherche de distinguer un peu différentes choses et de pousser un petit peu plus loin. Alors pourquoi s'intéresser à l'encéphalopathie hépatique? Tout d'abord, si on prend des patients cirrhotiques, il y en a à peu près 15% au moment du diagnostic qui ont un tableau d'encéphalopathie hépatique clinique. Il y en a finalement plus de 2 tiers qui vont présenter au cours de l'histoire naturelle de leur maladie au moins un épisode d'encéphalopathie hépatique. Donc c'est fréquent. Ensuite, ça fait mourir, vous voyez ici sur ces courbes cumulatives de mortalité, ça fait mourir si on est avec une cirrhose qui se dégrade de manière progressive, donc pas d'ACLF. Vous voyez que la courbe avec l'encéphalopathie meurt plus que ceux qui n'en ont pas.
Et c'est encore plus vrai chez les patients qui ont des décompensations aiguës de leur cirrhose, donc l'ACLF, l'acute and chronic liver failure. Vous voyez qu'ils ont quasiment 10 ou 15 points de mortalité supplémentaires dus à l'encéphalopathie hépatique. Enfin, même si on n'en meurt pas, en fait, ça altère la qualité de vie. Et il y a d'innombrables travaux qui montrent que par rapport, ici, si on regarde un SF36, un score classique de qualité de vie que vous connaissez, par rapport à la population normale, le cirrhotique a déjà une qualité de vie élevée. Et le cirrhotique ayant fait au moins un épisode d'encéphalopathie hépatique a une qualité de vie diminuée. On a d'innombrables études pour ça et on a à peu près les mêmes courbes si on regarde les aidants. Donc il y a un impact important également sur les aidants de ces patients cirrhotiques. Cette encéphalopathie hépatique, comment la distinguer? Il y a un scoring que vous connaissez sans doute, qui est le score de Westhaven, qui est décrit en 67 par Cohn, qui va finalement de 0, pas d'encéphalopathie hépatique, à 4 dans le coma. Et les descriptions initiales, c'est le 0, ça correspond à 1, avec plein de trucs, le 1, ça correspond à ça, le 2, ça correspond à ça. Et il y a 15 versions différentes dans chaque pays et il n'y a pas de traduction validée entre les langues. Et donc, c'est quand même un petit peu problématique. Et en plus, il y a des termes où il faut savoir si le patient a une altération subtile ou pas subtile de son niveau cognitif. Donc, parfois, c'est compliqué. Et la plupart du temps, vous le savez, quand même tendance à utiliser ça comme une EVA de la douleur. 0, pas d'encéphalopathie, à 4. Et donc, c'est pas parfait, en disant qu'il y a des cut-offs importants. Ces cut-offs importants, c'est le moment où le patient va commencer à flapper. Il va être au minimum en grade 1, et donc ça veut dire qu'il aura ce qu'on appelle de l'encéphalopathie hépatique clinique. En dessous, il est soit normal, soit il a ce qu'on appelle une encéphalopathie hépatique minime. Une encéphalopathie hépatique minime, pour faire simple, ça serait le patient cirrhotique qui n'a pas de trouble neurologique évident, qui ne flappe pas, que vous trouveriez presque normal parce que vous ne le connaissez pas, mais que la femme, les enfants vous disent « Ah non, là, il n'est pas revenu à son état de base ». Et en fait, pour démontrer que son état neurologique n'est pas parfait, il faudrait faire des tests neuropsychologiques. Donc, si vous poussez un peu votre examen, vous pouvez mettre en évidence que ça ne fonctionne pas bien. Il y a une classification physiopathologique qui a été proposée en 1998 au congrès, à la conférence de consensus de Vienne, qui est intéressante sur le côté physiopathe. Ça distingue l'encéphalopathie hépatique de type A, celle qui survient sur une insuffisance hépatique aiguë, l'encéphalopathie hépatique de type C, la plus fréquente, celle qui arrive sur une cirrhose, qu'elle soit ou non liée à des chantes portosystémiques, et en général elle est liée à des chantes portosystémiques, et une forme plus rare, qui est l'encéphalopathie hépatique de type B, qui est ceux qui surviennent sur des shunts portosystémiques. Donc, shunts qui peuvent être congénitaux, relativement rares, ou chirurgicaux, notamment après des grosses chirurgies, parfois carcinologiques. Mais le plus gros de l'encéphalopathie hépatique, c'est le type C. Alors l'idée, c'est de refaire un petit point physiopathologique condensé, d'essayer de voir comment on peut diagnostiquer une encéphalopathie hépatique clinique. L'encéphalopathie hépatique minime et son diagnostic, c'est un pan entier, donc on n'abordera pas aujourd'hui. Et on va voir comment on peut traiter ou prévenir une encéphalopathie clinique. Alors la physiopathe, je me permets de vous rappeler, quand vous mangez des protéines, vos protéines vont être dégradées au niveau du tube digestif et vous allez aboutir à une augmentation d'ammoniac dans votre tronc-porte. Cet ammoniac va être pris en charge par le foie et notamment le cycle de l'urée, transformé en urée et éliminé par le rein. Dans la cirrhose, vous avez tout d'abord une modification du microbiote, donc probablement une tendance naturelle à produire plus d'ammoniac avec la même alimentation, plus du coup d'ammoniac dans le tronc-porte, un foie qui globalement fonctionne moins bien, donc un cycle de l'urée qui fonctionne moins bien et donc moins d'élimination comme ça, et en plus vous allez avoir du shunt portosystémique qui va aboutir à un passage de votre tronc-porte directement dans votre circulation systémique. À ce moment-là, sans foie, il n'y a que 2 organes capables de vous débarrasser de l'ammoniac, le cerveau et le muscle, parce que seules les cellules musculaires
Et les astrocytes dans le cerveau ont une enzyme qui s'appelle la glutamine synthétase, qui est capable de transformer l'ammoniac en glutamine. Si on essaie de voir au niveau cérébral, qu'est-ce qui se passe? Alors, le muscle est probablement, vous connaissez sans doute la littérature, l'importance de la sarcopénie dans la cirrhose et qui fait un boom absolument incroyable. On pense tous à l'heure actuelle que probablement le muscle fait une espèce de tampon, de buffer, c'est-à-dire pendant très longtemps, le patient cirrhotique est compensé parce qu'il a une activité musculaire, parce qu'il n'a pas perdu trop de muscles, et donc en fait le muscle fait le boulot et débarrasse l'ammoniac en surreprésenté. Puis à un moment donné, le patient perd du muscle et le muscle est plus capable de gérer, et donc l'ammoniac va soudainement augmenter au niveau cérébral, et c'est le moment où la cirrhose va décompenser. Alors, vous avez de la glutamine, donc l'ammoniac, ça passe passivement les barrières, la barrière hémato-encéphalique, les barrières cellulaires, et au niveau de l'astrocyte, qui est représenté ici, vous allez du coup avoir de l'ammoniac qui va entrer, qui va être transformé en glutamine. Cette glutamine, c'est un composé osmotiquement actif. Donc, soit ça se produit rapidement, comme c'est le cas dans l'encéphalopathie type A, vous avez votre fulminante, en quelques jours, quelques semaines, l'ammoniac, ça va monter, pas le temps de mettre en marche des mécanismes compensateurs, et du coup, en fait, il va y avoir un œdème cytotoxique de votre astrocyte, plus ou moins derrière peut-être des phénomènes d'œdème plus généraux, vasogéniques au niveau cérébral. Ça aboutit, avec un gros raccourci, plutôt à une augmentation un peu du tonus glutamate, du tonus plutôt positif au niveau du système nerveux central. Et c'est pour ça que certains auteurs disent bah, c'est intéressant parce que c'est finalement dans ces situations-là qu'on trouve plutôt des convulsions et peut-être un état agité. Si cette augmentation d'ammoniémie se fait de manière progressive, parce que vous avez une cirrhose qui s'installe de manière progressive, votre ammoniac monte lentement, du coup votre glutamine monte lentement, en fait, l'astrocyte aura le temps de sortir des osmoles osmotiquement actifs, qui sont le myoinositol et la taurine, qui nous intéresseront tout à l'heure. Et ça va aboutir finalement à un astrocyte qui ne bouge pas d'œdème, ou très peu, et plutôt une augmentation du tonus inhibiteur avec une augmentation du tonus GABA, la réexpression de récepteurs benzodiazépines-like embryonnaires, ça c'est pour les gens qui pensent que le fumazénil ça marche dans l'encéphalopathie hépatique, on pourra ouvrir le débat tout à l'heure, et qui expliquerait l'altération de la conscience. Et ça, c'est intéressant, cette physiopathe, parce que grâce à de l'imagerie cérébrale, et notamment de la spectroscopie par résonance magnétique, on fait une IRM cérébrale, le radiologue vous met un petit voxel, en général dans la couronne rayonnante, donc dans la partie substance blanche, à l'arrière des cornes latérales, au niveau temporal, et ça va vous donner ce spectre-là. Sur ce spectre-là, vous allez voir la créatine, qui est un pic de référence. On compare tous les autres pics par rapport à la créatine. Donc la créatine est censée ne pas bouger. Le NA, N-acétylaspartate, c'est le pic de neurones. La choline, c'est le pic de cellules de soutien, oligodendrocytes, astrocytes. Et ici, vous avez, donc on va dire, le NA, ça fait ce gros pic. Là, vous êtes à Chamonix, vous regardez l'aiguille du Midi. Ici, vous êtes dans le Jura et vous avez un espèce de monticule là qui apparaît. Et ça, c'est le pic de glutamine et de glutamate. Et donc, dans l'encéphalopathie hépatique, d'habitude, c'est comme ça. Et donc ici, il y a un empattement. Donc ça veut dire que sur cette spectroscopie, il y a trop de glutamine et de glutamate. Et de manière compensatrice, il y a moins de myoinositol. Donc on arrive à avoir une signature spectroscopique qu'on peut faire en routine si on a des neuroradiologues qui sont motivés pour faire le diagnostic. Notre cerveau a été imprégné par de l'ammoniémie en quantité importante. Bon, ça montre un petit peu le rôle de l'ammoniac. Néanmoins, l'ammoniac à lui seul n'est probablement pas en mesure d'expliquer tout. Vous avez des patients, vous allez en consultation, il va probablement y avoir, si vous échantillonnez un peu vos malades de consultation d'hépatogastroentérologie, certains malades qui auront 90, 100 d'ammoniémie et qui parlent, qui sont venus en métro et qui repartiront en métro et qui ont des taux d'ammoniac aussi élevés que ceux qui sont hospitalisés chez vous intubés ventilés. Et donc, on se dit que c'est probablement un facteur nécessaire et pas suffisant. Et pour avoir un tableau d'encéphalopathie hépatique, il faut probablement avoir l'hyperammoniémie
plus une inflammation associée. Et ça, c'est beau papier de Debbie Shawcross, qui est professeur d'hépatologie au King's à Londres, qui, dans les années 2000, a fait des expériences assez en prenant des patients cirrhotiques et en leur faisant manger des steaks. Et en fait, uniquement ceux qui avaient des critères de CIRS ou qui avaient des taux de TNF-alpha ou d'IL-6 plus élevés développaient des symptômes neurologiques à ammoniémie égale, alors que les autres avaient juste une ammoniémie élevée sans trouble neurologique. Donc, c'est des papiers fondateurs au niveau clinique sur cette association entre hyperammoniémie et inflammation. On peut reproduire ça facilement et toutes les équipes qui s'intéressent à ça l'ont fait à travers le monde. Là, on a fait ça, nous, dans des modèles animaux au laboratoire. On peut prendre des modèles qui sont juste animaux, juste hyperammoniémiques, des modèles qui sont hyperammoniémiques et inflammatoires. Et vous en doutez, uniquement ceux qui ont l'hyperammoniémie et l'inflammation vont développer des troubles neurologiques. Donc les deux trucs dans l'encéphalopathie hépatique, ammoniémie, inflammation. Néanmoins, il y a probablement d'autres acteurs et comme souvent, des fois on fait de la science et on fait un peu de recherche et on retombe sur des vieux papiers des années 60 où les gens avaient déjà décrit ce qu'on décrit et donc nous on avait fait avec le professeur Dominique Tabu dans les années 2005-2010, on avait à un moment donné fait une petite étude où on montrait qu'il y avait avec du scanner quantitatif possiblement une substance, quelque chose présente dans le liquide céphalorachidien de patients hospitalisés chez eux en unité de soins intensifs des pathologies. Puis on s'est dit, bah, c'est quand même bête, parce que pour aller plus loin, il faudrait récupérer des LCR. Et ces malades-là, sans plaquettes et avec un TP dans les chaussettes, on fait jamais de LCR. Puis un jour, quand j'arrive pour un avis, je dis bah là quand même, là il a 39 de fièvre, c'est pas typique d'encéphalopathie hépatique, je ferais bien l'APL. Et donc là on s'est dit, mais du coup en fait c'est vrai que ça nous arrive de temps en temps de faire des ponctions lombaires pour éliminer une infection du système nerveux central. Il faut qu'on essaie de pas louper les prochaines. Donc on a monté un protocole, on a récupéré ces ponctions lombaires chez des malades très sélectionnés, c'est-à-dire que c'est des cirrhotiques avec des symptômes neurologiques où il y avait comme diagnostic possible l'infection du système nerveux central. Et donc, ces LCR, on en a, sur un peu moins de 2 ans ou un peu plus de 2 ans, je ne me souviens plus bien, eu 14 liquides céphalorachidiens sur cette population-là. On l'a comparé à 27 LCR contrôle, c'est des gens qui sont admis à un moment donné dans un hôpital de semaine de neurologie pour mettre un beau tampon pitié-salpêtrière, vous devez savoir ici aussi, en disant ils sont fonctionnels, ils ont rien, donc ils sont coupés en tranches dans tous les sens, ils ont eu 15 IRM, et au bout de 3-6 mois, ils sont suivis, non, non vraiment, il n'y a pas de pathologie neurologique. Et donc ça, c'est les LCR contrôle, et on a fait également des analyses dans le plasma. Donc, ces malades-là, ces 14, c'est une population de cirrhotiques français typiques, donc européens typiques, 55 ans, principalement des hommes, principalement de la cirrhose alcoolique. Et donc, sur ce liquide-là, en collaboration avec le commissariat à l'énergie alternative et à l'énergie atomique de Saclay, on a fait de la métabolomique. Donc, on prend le liquide, c'est une technique d'omics, sans aucune hypothèse, on les passe en spectrométrie de masse et on identifie différents pics. Et en fait, avec ces différents pics, on les compare à des bases de données propres au labo et au niveau international, et on est capable de dire, ah bah ce pic, ça correspond à ça. En général, je vous fais un peu vite, mais il y a 2-3 pics pour un seul échantillon, donc avec des modalités d'ionisation différentes qui permettent d'être sûr de notre coup. Après, ils vous rendent des tableaux comme ça, donc on leur dit merci beaucoup, mais est-ce que tu peux m'expliquer? C'est quand même très complexe. Donc, c'est des gens qui sont dans les voies métaboliques. Plus c'est rouge, plus le composé est augmenté, plus c'est bleu, moins il est augmenté. Et en bref, ce qu'on a retrouvé dans ces liquides céphalorachidien, ces malades-là, c'est des acides aminés, des acides organiques, des nucléotides, un peu de sucre, des stéroïdes, des alcools. Et on a trouvé 40% de métabolites qui étaient présents dans ces liquides céphalorachidiens qui normalement ne devraient pas y être. Et entre autres, notamment des acides biliaires. Et ces acides biliaires, il y en
en avait pour certains qui étaient à peu près, c'est semi-quantitatif, à 250 fois la valeur supérieure de ce qu'on pourrait s'attendre à trouver dans le liquide céphalorachidien normal. Donc ça a remis une pièce sur l'hypothèse acide biliaire. On a confirmé ça en laboratoire, d'autres équipes ont confirmé ça en laboratoire. Et donc, on est retrouvé sur des gens qui, dans les années 65, avaient déjà fait des dosages fixes sur quelques malades et avaient dit il y a des acides biliaires dans l'encéphalopathie hépatique. Attention, c'est une piste intéressante. Alors, elle est peut-être plus intéressante maintenant parce qu'on a quelques récepteurs aux acides biliaires, on a quelques bloqueurs des acides biliaires au niveau cérébral. Donc, peut-être ça pourrait être intéressant. L'autre chose qui nous a un petit peu surprise et qui vous surprendra moins dans un centre où on fait beaucoup de dosages antibiotiques, c'est que les gens avec lesquels on a collaboré au laboratoire du CEA, un jour, nous ont dit, est-ce que vous pouvez ramener le dossier clinique de vos 14 patients? Là, c'est le petit nom de code des malades, c'est J3, MHG9 et tout ça. Et donc, ils nous ont fait, ah ben ce malade-là, il prenait du diazépam, du kétoprophène, de la pipéracilline, et ils nous faisaient toute la prescription juste avec leurs résultats de spectroscopie. Une fois ou deux, ça collait pas, on disait ah non, tu t'es gouré, tu peux regarder sa fonction rénale, 350 de créate, 5 jours avant, des antibiotiques qui avaient été arrêtés. Et donc, vous voyez ici, un malade, un autre malade, vous voyez en semi-quantitatif, il y a un pic énorme d'une substance. Et cette substance-là, ici en exemple, c'est du fluconazole. Et on retrouvait chez ces malades-là, dans 2 tiers des cas, un médicament en quantité importante. Et donc, ces bonhommes-là, qu'on y trouve du lévétiracétam et du diazépam et ses dérivés, ok, ça, on s'y attend. Qu'on trouve des antibiotiques pour certains, oui, ça dépend de la dose à laquelle ils ont été donnés. Ils n'ont pas tous été donnés à dose système nerveux central. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on trouverait la norfloxacine qui est censée rester dans le tube digestif, où non seulement elle n'est pas restée dans le tube digestif, mais elle est en plus passée du sang dans le liquide céphalorachidien. L'autre chose qui, moi, m'intéressait, c'est que les substances qu'on a retrouvées, le fluconazole, les fluoroquinolones, les bêta-lactamines, sont toutes des substrats des pompes des flux. Et donc, je pense que je vous ai peut-être déjà fait ça la dernière fois, il y a 2 ans, quand je suis venu. Mais vous savez aussi que ces pompes des flux, le nombre de pompes des flux, le polymorphisme de ces pompes des flux sont des facteurs de risque qu'on peut retrouver dans le délirium de réanimation. Une cellule endothéliale cérébrale, une deuxième, une troisième. Comme toutes les cellules endothéliales, fonction adhérente, uniquement sur les cellules endothéliales cérébrales, des protéines qui permettent de coller totalement les cellules, ça s'appelle les jonctions serrées, et rendre le système quasi imperméable. Pour finalement faire passer du sang au cerveau des nutriments et sortir des déchets du cerveau vers le sang, il faut des systèmes de transport qui sont des transports, des récepteurs régulés. Et il y a des transporteurs et notamment là des pompes qui s'appellent les ATP Binding Cassette, ABC transporteurs, ou pompes des flux qui sont les mêmes que ceux que vous trouvez sur certaines bestioles type piocyanique pour les rendre résistantes à certaines bêta-lactamines. Vous avez la P-glycoprotéine, la plus importante. Vous donnez une bêta-lactamine, il en passe dans le cytoplasme, il en passe dans le cerveau, et il y en a une partie qui est sortie vers le sang et qui donc arrive tout ça à un état d'équilibre. Maintenant, vous allez rajouter un autre agoniste de votre P-glycoprotéine, tel de la morphine. Ça va être extrudé par la PGP. Vous allez mettre des bêta-lactamines. Et à ce moment-là, sans avoir modifié votre fonction rénale, votre fonction hépatique ou votre dose, vous pouvez avoir une accumulation de médicaments. Autre élément de physiopathe qui est très à la mode, vous vous doutez bien que forcément le microbiote ça explique tout, il fallait bien que ça explique l'encéphalopathie hépatique, donc je vais vous faire bref, il y a d'innombrables études qui disent, bon en fait, le microbiote s'est modifié dans l'encéphalopathie hépatique. Néanmoins, sur ce schéma récapitulatif là de Jasmond Bajal, de Richmond en Virginie, vous voyez, sujet simple, cirrhose compensée, décompensée, ACLF, puis finalement même la transplantation. Vous avez les différentes choses dont on a parlé, l'inflammation, les acides biliaires, il y a des bons sur les mauvais,
et la diversité du microbiote. Vous voyez qu'il y a plus en plus d'inflammation, moins en moins de diversité. Puis à un moment donné, si on arrive jusqu'à la transplantation, en fait, on va corriger ces éléments-là. Et donc, ce microbiote, ces modifications du microbiote, ça aboutit finalement à un microbiote qui va plus facilement produire de l'ammoniac, plus facilement produire de l'inflammation par du LPS, fabriquer plutôt des mauvais acides biliaires, diminuer des acides gras à chaîne courte et augmenter une autre substance toxique qui est le TMAO. Néanmoins, si on regarde un petit peu entre cirrhose décompensée et encéphalopathie hépatique, il y a plein de profils typiques qui ont été décrits dans la littérature. Mais vous voyez, je vous ai mis les facteurs confondants au-dessus, avec alcool, inflammation, prise d'inhibiteurs de la pompe à protons. Tout ça interfère grandement, donc on n'est pas totalement sûr au niveau des genres bactériens, au niveau des espèces, est-ce qu'il y a vraiment une signature spécifique non contestable de cette encéphalopathie hépatique. Pour finir sur la physiopathe et pour essayer de vous montrer la différence entre finalement, est-ce que dans encéphalopathie hépatique, donc le papier qu'on a mis avec de la métabolomique, montrait qu'il y avait souvent des médicaments. Et donc, se poser des questions devant, finalement, des patients qu'on prend qui sont graves en unité de soins intensifs des pathologies en réanimation. On dit qu'ils sont cirrhotiques, ils ont un trouble grave neurologique. Est-ce que, finalement, il n'y en a pas une part importante où on met un tampon encéphalopathie hépatique et où, finalement, ils auraient autre chose? Et souvent, probablement, le réanimateur n'est pas forcément d'accord avec les pathologues parce que le réanimateur va dire « Ah, bah, c'est du médicament, ah, bah, c'est une encéphalopathie septique ». Et donc, on a, pendant quelques années, pris dans l'unité de soins intensifs des pathologies, donc dans la même structure que là où on avait fait les ponctions lombaires, tous les malades, et on a regardé, est-ce qu'ils présentaient un symptôme neurologique qu'on a appelé encéphalopathie, en utilisant ce score d'encéphalopathie hépatique, même si ça n'en est pas forcément, versus pas d'encéphalopathie. Et on a regardé, est-ce qu'ils avaient une ammoniémie supérieure à 50 ou une ammoniémie inférieure à 50. Puis on regarde comment ils progressent et en fait, on voit qu'il y a les patients qui ont une hyperammoniémie, finalement meurent plus, quel que soit l'ajustement qu'on fait sur la maladie hépatique, que ceux qui finalement ont des troubles neurologiques, mais avec une ammoniémie qui, elle, est basse. Et donc ça, c'est peut-être un concept évident pour des Européens, mais c'est clairement les Américains qui disent « ne dosons jamais l'ammoniémie, ça ne rentre pas en ligne de compte, c'est fondamental ». Et quand on regarde les patients qui ont une encéphalopathie de ceux qui n'en ont pas, vous voyez qu'on a plus de bêta-lactamine chez les patients qui ont pas d'encéphalopathie que nous, on a classée hépatique parce qu'ils ont une hyperammoniémie basse. Et finalement, les patients qui ont une ammoniémie élevée dans les suites, que ce soit nouvelle décompensation d'encéphalopathie hépatique ou toute nouvelle décompensation de la cirrhose, ne se comportent pas du tout de la même manière. Quand on a une encéphalopathie hyperammoniémique, ce que nous, on défend devant être éventuellement la vraie encéphalopathie hépatique, c'est probablement beaucoup plus sévère et beaucoup plus grave que si on développe une autre forme d'encéphalopathie, du sepsis, du médicament, sans que l'ammoniémie soit impliquée. Donc, on discute beaucoup de ça en congrès et tout le monde n'est pas d'accord, et donc c'est justement le moment le plus intéressant de la recherche. Alors, en termes de diagnostic de l'encéphalopathie clinique, vous savez que vous avez un patient cirrhotique et donc vous avez une suspicion clinique, il est IFLAP, il a des troubles de la conscience. Là, à votre disposition, vous avez de l'ammoniémie acheminée sur la glace, analysée en urgence, dans un laboratoire où il n'y a pas de fumeur, ça normalement c'est résolu maintenant. Et en pratique, vous pouvez avoir des fausses hyperammoniémies. On me prélève une ammoniémie, on la laisse ici, on attend 2 heures, et l'autre prélèvement, on l'envoie tout de suite sur la glace au labo. D'un côté, je vais avoir 30 ou 40 d'ammoniémie, et celui-là, dans 3 heures, je vais avoir 350. Il ne s'est rien passé, sauf le fait que ça soit resté. Si vous avez un doute, fausse hyperammoniémie, vous reprélevez tranquillement dans des bonnes conditions. Par contre, vous ne pouvez pas avoir de fausse ammoniémie basse. Vous pouvez vous aider de l'EEG, vous pouvez vous aider de l'IRM cérébral.
L'ammoniémie, est-ce que c'est un bon marqueur? Ici, c'est juste une série de patients cirrhotiques à la pitié. Ammoniémie chez quelqu'un qui a une maladie du foie sans cirrhose, bah, il est aux alentours de 35-40. Cirrhose sans encéphalopathie, il est aux alentours de 50-60. Cirrhose avec encéphalopathie hépatique, ouais, il est aux alentours de 100. Bon, ça fait des petits P, mais vous allez me dire tout de suite, tout ça se recoupe grandement. Et donc, on ne peut pas utiliser l'ammoniémie tout seul. Mais comme disait Rajiv Jalan, qui est un autre professeur d'hépatologie à UCL à Londres, est-ce que vous demanderiez pour une infection juste une CRP, juste des globules blancs, juste le chiffre de température? Donc, en fait, on demande tout le temps à l'ammoniémie de faire juste avec la seule information ammoniémie de classer correctement les malades. L'ammoniémie n'a pas plus de raison d'être meilleure qu'un autre biomarqueur ou moins bonne. Il faut l'intégrer dans une démarche un peu plus globale. Et donc, ce que nous, on propose beaucoup, c'est de se dire, vous avez dans vos lits un patient, vous avez vraiment envie de lui mettre une étiquette, c'est une encéphalopathie hépatique. Vous faites un dosage d'ammoniémie. Si cette ammoniémie est normale, est-ce que c'est 50, est-ce que c'est 75? Mais si elle est normale, si elle n'est pas franchement élevée, le bonhomme n'est pas totalement confus et dans le coma. Vous avez un diagnostic différentiel. Il a un sepsis, il a des médicaments, il a autre chose. À l'inverse, si vous faites une ammoniémie et ils ont des chiffres d'ammoniémie extrêmement élevés, est-ce que ce cutoff c'est 200, 300, autre chose? Juste chez un patient cirrhotique, c'est rare. Et donc, il y a probablement un loup. Et donc, est-ce qu'on n'a pas une autre maladie? Il y a certaines maladies génétiques, des déficits en cycle de l'urée innés, des déficits en cycle de l'urée acquises chez les patients en surpoids. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut expliquer ça? Et ça mérite de pousser un peu plus loin. Sur le EG, dans les cas les plus typiques, vous voyez ces ondes triphasiques, donc plutôt le côté droit, le côté gauche, les dérivations antérieures, les dérivations postérieures, et les gros traits pour séparer une seconde. Vous voyez qu'ici, vous avez ces figures lentes que vous voyez ici, qui sont des figures des ondes triphasiques. Et donc ça vous signe encéphalopathie médicamenteuse ou métabolique. Ça ne vous dit pas encéphalopathie hépatique. Voilà, mais c'est un faisceau d'arguments en plus. Si les patients sont plus dans le coma, ça peut totalement disparaître. Il peut y avoir juste des ondes lentes ou un tracé totalement ralenti sans rien. Mais si vous captez ça à un moment donné, vous êtes plutôt dans ce cadre-là. Pour l'imagerie cérébrale, je passerai le scanner cérébral standard chez un patient cirrhotique qu'on ne connaît pas et qui va éliminer l'hématome intra, l'hémorragie méningée traumatique et tout ça. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, on a l'IRM cérébral. Et l'IRM cérébral, en fait, pendant très longtemps, vous voyez ici cette séquence axiale en T1. Vous voyez mal, je m'en excuse. Ici, vous avez du gris. Et ici, c'est un peu plus blanc dans les noyaux gris centraux. Pendant très longtemps, on a dit, ah, c'est une signature d'encéphalopathie hépatique. Et en fait, ça fait que 5 à 10 ans qu'on sait que ça, c'est en fait une signature d'un shunt portosystémique. Nous, à une époque, avec le professeur Marika Rudler à la Pitié, on avait fait des IRM cérébrales juste avant, chez des gens qui avaient une IRM normale, IRM cérébrale, mise en place d'un TIPS, re-IRM cérébral à 3 semaines. Un TIPS sans symptômes neurologiques, à 3 semaines, il a ça, juste en lien avec le shunt portosystémique. Après, si vous avez un shunt portosystémique, vous êtes plus à risque de développer l'encéphalopathie hépatique, c'est sûr, mais ça ne suffit pas à lui seul. Et donc, si vous voulez être totalement sûr que vous ayez en fait une imprégnation cérébrale de l'hyperammoniémie, il faudrait plutôt faire de la spectroscopie par résonance magnétique. Et donc, ça dépend un petit peu de vos radiologues et à quel point vous avez travaillé en amont la possibilité de faire ces séquences-là. Et là encore, si on se dit, tiens, c'est une encéphalopathie hépatique typique, et ensuite on a une spectroscopie normale, attention, est-ce qu'on a peut-être un diagnostic différentiel? Alors pour les diagnostics différentiels, je dirais il y a 3 grandes catégories. Il y a la complication en lien avec le terrain, mais pas avec la cirrhose, donc toutes les complications liées à l'alcool, le gaillet verniqué, le délirium très mince, éventuellement des troubles neurocognitifs directement liés à l'alcool. Les virus, maladies neurodégénératives, des infections neurologiques en lien avec le VHE, la syphilis, éventuellement la LEMP, exceptionnellement dans le VIH. Puis il y a
tout ce qui est NASH ou maintenant MASLD, c'est un pan entier de recherche. Les gens qui font des médicaments type anti-GLP1 viennent de rajouter dans leur signature de mail un neurodégénérative diseases, à tel point qu'en fait, ce truc-là, on est en train de se rendre compte que les patients qui ont de la stéatopathie métabolique, avant même qu'ils soient au stade de cirrhose, commencent à développer des troubles neurocognitifs. Donc c'est un champ de recherche important avec la neuroinflammation et tout ça. Et donc toute la question est, quand on a une MASLD ou une NASH et qu'on développe des troubles neurocognitifs et qu'on a un petit peu de la lésion cérébrale, puis après qu'on arrive à la cirrhose, est-ce que c'est de l'encéphalopathie hépatique? Les complications en lien avec la cirrhose, l'hématome sous-dural, l'hématome spontané, l'hémorragie méningée, les troubles métaboliques, l'hyponatrémie, les encéphalopathies médicamenteuses favorisées par la cirrhose, puis les complications qui n'ont rien à voir avec la cirrhose. On va passer maintenant au traitement. Le traitement, c'est important de distinguer le traitement curatif du traitement préventif. Le traitement curatif de l'encéphalopathie hépatique, voici en résumé ce qu'on a à notre disposition. Les disaccharides non absorbables, principalement lactulose, des essais contrôlés, des méta-analyses innombrables, qui disent quand même globalement, on va voir, ça marche plutôt. Les antibiotiques non absorbables, 10 essais, une méta-analyse, plutôt discutée, pas retenue par les recommandations. Des épurateurs de l'ammoniac qu'on a copiés sur les maladies innées du métabolisme pour viser l'ammoniac. Une étude randomisée dont on va reparler, extrêmement intéressant, et moi je pense que c'est ça probablement l'avenir. Le flumazénil, méta-analyse d'études peu contrôlées à discuter. Le PEG, un essai randomisé, et la transplantation de microbiote fécal en aigu, pour l'instant, on n'a pas de data. Pour ce qui est du lactulose, ici vous avez un forest plot. Si vous donnez devant un tableau d'encéphalopathie hépatique clinique du lactulose, vous regardez les différentes études, les différentes méta-analyses, vous avez un effet sur la mortalité. Le nombre de patients à traiter, c'est une vingtaine pour avoir cet effet-là. Donc, lactulose, que ce soit les recommandations jointes européennes, américaines, asiatiques à Puzzle, ou maintenant la révision des européennes, tout le monde dit encéphalopathie hépatique clinique aiguë, donner du lactulose. Pour ce qui est de la rifaximine, vous voyez ici encore une méta-analyse avec plein d'études, toujours ce forest plot, là, ils disent que ça marche, la rifaximine, et en fait, aucune des recommandations internationales ne retient la rifaximine en traitement aigu. Et c'est notamment parce que cette méta-analyse est très, très poussée vers la positivité sur une seule étude, qui est une étude indienne de Sharma, qui est critiquée et hautement critiquée au niveau méthodologique. Et donc, pour l'instant, il nous manque encore l'étude qui prouverait que la rifaximine est vraiment efficace de manière aiguë, et ce qui fait que vous savez sans doute, soit dans les équipes, soit inter-équipes, certaines en mettent en aigu, d'autres en mettent pas, d'autres en mettent uniquement quand ça marche, le reste ne marche pas. Mais d'après les recommandations, pas de place de la rifaximine en aigu. Le polyéthylène glycol, ça c'est une petite étude randomisée faite par l'équipe de Don Roquet, un des spécialistes aux États-Unis, Robert Raimi, qui compare 25 malades dans chaque groupe, lactulose versus PEG. 91% d'amélioration dans le groupe PEG contre 52% dans le groupe lactulose. Et en fait, ce que retiennent beaucoup d'équipes, c'est que quand on regarde cette courbe Kaplan-Meier avec les patients à risque, vous voyez que le dernier patient qui a toujours de l'encéphalopathie dans le groupe lactulose, c'est à 7 jours, alors que le dernier patient qui a encore de l'encéphalopathie dans le groupe PEG, c'est à 4 jours. Et donc, il y a des gens qui disent, bah, en fait, peut-être chez les gens les plus graves, on a peut-être intérêt à faire du PEG, on gagnerait peut-être un peu de jours de neurologie meilleure, et donc peut-être qu'on pourrait passer à côté de quelques intubations, un peu de soins critiques, et donc ça fait beaucoup parler de ça. Certaines équipes ont modifié leur protocole de prise en charge en intégrant ça.
Une des études les plus intéressantes de ces dernières années, c'est cette étude publiée par Robert Rahimi. C'est une étude industrielle payée par Ocera. C'est l'étude Stop HE qui vise à tester un épurateur d'ammoniac qui est l'ornithine phénylacétate. L'idée du truc était, on prend des patients avec une encéphalopathie hépatique clinique qu'on ne veut pas contestable. C'est pour ça que dans les critères d'inclusion, il fallait que vous ayez une ammoniémie supérieure à 1,4 fois la normale sup de votre labo. Ça fait à peu près 75 micromoles. Si vous êtes au-delà de 75 micromoles, vous êtes incluable et vous êtes randomisé. 3 doses d'ornithine phénylacétate versus placebo. Et on regarde la vitesse de récupération avec des tests habituels et qui ont été bien validés pour l'industrie sur encéphalopathie hépatique et la récupération. L'étude est en fait négative. Néanmoins, ils avaient prévu un truc assez intéressant, parce qu'il y a un peu de discussion. Est-ce que les dosages d'ammoniémie sont fiables entre les labos? Et donc, il y a un vrai questionnement sur ça. Et donc, ils avaient prévu le coup de biobanquer tous leurs prélèvements et de les faire analyser dans un même labo de référence à la fin de l'étude. Et donc, dans leur laboratoire, en fin d'étude, sur les 231 qui avaient été inclus, uniquement 201 avaient vraiment une hyperammoniémie au-dessus de 1,4 fois la normale. Et si on n'analysait que ces malades-là, l'étude, entre guillemets, était positive. Donc, c'est quelque chose qui redonne un peu d'espoir sur le traitement de l'encéphalopathie hépatique et le fait de se dire, chez un patient encéphalopathie hépatique avec une hyperammoniémie, on peut peut-être utiliser des épurateurs pour baisser l'ammoniac. Et nous, c'est des choses qu'on fait assez facilement à la Pitié. On va finir avec le traitement préventif. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a moins de choses. On a les disaccharides non absorbables, lactulose, la rifaximin, les épurateurs, et un peu de données sur la transplantation de microbiote fécal. Le lactulose, là encore, toujours la même équipe GLUD dans Hépatologie, publiée aussi dans la Cochrane Database. En fait, ça marche pour réduire le nombre de nouveaux épisodes d'encéphalopathie hépatique. Votre patient cirrhotique a fait un épisode d'encéphalopathie hépatique clinique. Vous lui donnez du lactulose, il en fera moins. Vous avez besoin que de traiter 6 malades. Ça réduit un petit peu la mortalité. Et donc, l'ensemble des conférences de consensus disent qu'il faut donner du lactulose en préventif. Pour ce qui est de la rifaximin, vous avez ici une méta-analyse. Vous n'avez qu'une seule étude qui pousse là. Vous pouvez me dire, tout à l'heure, vous en aviez 10 et il y en avait une qui poussait, on ne l'a pas retenue. Là, tout le monde dit, toutes les recommandations, en préventif, il faut donner de la rifaximin. C'est parce que l'étude de Bass, qui est une étude que vous connaissez sans doute, qui a été publiée dans le New England, c'est une étude qui méthodologiquement est extrêmement bien faite et donc peu contestable avec un nombre important de malades, vous voyez ici. Et du coup, à l'heure actuelle, l'idée, c'est plutôt de dire, on fait du lactulose en préventif. S'il y a 2 épisodes d'encéphalopathie hépatique malgré un traitement par lactulose bien conduit, on rajoute de la rifaximin. C'est plutôt ça, les recommandations. Sur les épurateurs d'ammoniac, toujours l'équipe de Don Roquet, il y a cette étude-là publiée dans Hepato en 2014. Une étude contre placebo, 178 malades, et en fait, on arrive à montrer avec du glycérol phénylbutyrate. Donc pendant longtemps, on utilisait les mêmes molécules que celles données dans les déficits du cycle de l'urée, mais où il y avait du sodium. Et donc certains hépatologues disaient, on ne va pas filer du sodium à nos cirrhotiques. Et donc le laboratoire a fabriqué à partir du phénylbutyrate de sodium du glycérol phénylbutyrate, qui a en plus pour intérêt d'être un petit composé liquide, donc ça se prend facilement. Et vous voyez que vous avez moins d'épisodes d'encéphalopathie hépatique, ici avec le placebo en noir dans cette courbe cumulative de nouveaux épisodes d'encéphalopathie hépatique, avec le glycérol phénylbutyrate, qu'avec le placebo. Moins d'hospitalisation également, que je ne vous ai pas représenté ici.
Je ne sais pas ce qu'il est en Belgique, mais en France, il n'y a aucune autorisation mise sur le marché pour l'encéphalopathie hépatique et les seules autorisations sont celles pour les déficits en cycle d'urée. Ça ne nous empêche pas, en compassionnel, quand tout le reste ne fonctionne pas, d'utiliser certaines de ces molécules. La transplantation de microbiote fécal et de l'encéphalopathie hépatique. On a vu que c'était probablement un facteur favorisant dans la physiopathe. Et du coup, dans les années 2015, il y a des gens qui ont commencé à utiliser au laboratoire des modèles de souris, avec des modèles de souris et de foie qui n'étaient pas parfaits pour l'encéphalopathie hépatique, mais quand même. Et ils avaient dans ce modèle greffé un microbiote fécal avec une activité uréase diminuée. Et en fait, ils avaient vu que les animaux avaient moins d'ammoniémie, d'hyperammoniémie, et ils mouraient moins. Et c'est dans ce cadre-là que Kao et son équipe a publié une année à peine après, en fait, le cas d'un patient qui répondait à rien, de rien, de rien, et je ne sais plus pour quelle raison, il n'était pas greffable. Et donc, ils se sont dit, bon, on va faire de la greffe de microbiote fécal et on va regarder ce que ça donne. Donc, ils en font 5, une sous colo et 4 en lavement, et leur malade a moins d'ammoniémie et améliore son état neurologique. Et c'est dans ce cadre-là que Jasmine Bajaj, donc un hépatologue aux États-Unis, a fait 2 essais monocentriques que je vais vous présenter brièvement, où il prend 20 patients cirrhotiques avec l'EH récurrente, les critères habituels des études de base, des études de lactulose, il les randomise, greffe de microbiote fécal versus placebo. La particularité, c'est qu'il prend un super power, c'est un des adeptes mondiaux du super power. Il identifie son patient qui fait du bon caca. Identifié sur les espèces qui sont extrêmement basses chez les patients encéphalopathes, il prend un bonhomme qui en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, il administre cette greffe de microbiote fécal en lavement. Et si vous regardez l'épisode d'encéphalopathie hépatique, dans le suivi, il y en a 5 dans le groupe Standard of Care, il n'y en a aucun dans le groupe microbiote fécal. Les patients avec un test neuropsychologique adapté à l'encéphalopathie hépatique, plus CO moins C, bon pour la neurologie. Dès 20 jours, les tests neuropsychologiques des malades s'améliorent avec la greffe de microbiote fécal. Du coup, il y a quand même pas mal d'espoir là-dessus. Il y a l'histoire de, vous voyez ici, c'était en lavement, et donc quelques années après, donc là je vous dis juste qu'il a fait l'étude long-term follow-up, à 1 an ça persiste, la différence importante sur les récidives. Et puis il a fait le même design, 20 patients, une randomisation 1 sur 1, toujours le super power, mais cette fois-ci du caca qu'on met dans des gélules pour faciliter l'administration. Ça améliore le test neuropsychologique, ça améliore l'inflammation. Alors là, vous avez les patients pré-placebo, pré-post-placebo, et là, c'est pré-post-transplantation avec le dosage d'IL6. Vous voyez que le dosage d'IL6 a plutôt tendance à diminuer dans le groupe greffe de microbiote fécal, même si on peut discuter, est-ce que c'est cette comparaison qu'il fallait faire? Et le rapport des acides biliaires secondaires sur primaires, les bons sur les méchants, est peut-être plutôt en train de s'améliorer dans le groupe transplantation de microbiote fécal. Donc on en est là pour la greffe de microbiote fécal. Il y a plusieurs essais randomisés en cours aux États-Unis, en Angleterre. Nous, on a eu du mal à en faire, on a eu le financement, mais on a du mal à le mettre en route en France, et donc probablement que ça va aboutir à, on va l'abandonner parce que infaisable dans notre pays, mais peut-être que c'est quelque chose qui aurait de l'avenir. Et bien entendu, vous en doutez, il y a plein de gens qui cherchent qu'est-ce qui est justement bien chez Monsieur Superpower, quelles sont les 3 substances peut-être, ou est-ce qu'il y en a 10 000, ou est-ce qu'il y en a 2 qui sont bénéfiques pour ces malades-là. Donc en conclusion, l'encéphalopathie, c'est fréquemment la raison de troubles neurologiques chez les patients avec des maladies du foie. Mais attention, il y a probablement beaucoup de diagnostics différentiels et qu'on peut quand même probablement s'aider un petit peu de l'hyperammoniémie. Et donc se pose une question qu'on aborde, puis qu'on élude, qu'on aborde de nouveau, qui est de dire, est-ce que finalement, il faut parler
d'encéphalopathie portosystémique / d'encéphalopathie hyperammoniémique et distinguer chez le cirrhotique l'encéphalopathie septique, l'encéphalopathie médicamenteuse, enfin ce qu'on fait un peu nous en réanimation, mais les hépatologues sont pas tellement d'accord. Pour eux, finalement, concevoir le tout comme une encéphalopathie hépatique, bah, c'est vrai qu'on les met un peu dans les mêmes cases. Et donc, il y a des gens qui disent, bah, faut garder le concept encéphalopathie hépatique, mais il faut avoir une checklist. Je n'ai pas de médicaments surdosés, j'ai pas d'inflammation, j'ai pas ci. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être discutées. Voilà. Et ça, c'est l'ensemble de nos collaborateurs pour le soin dans la vie de tous les jours de ces patients avec des maladies du foie qu'on a monté il y a maintenant plus de 10 ans avec Dominique Tabu et on continue d'essayer de faire de la recherche fondamentale, translationnelle pour avancer dans la compréhension de tout ça. Je vous remercie. Merci Nicolas, encore une fois pour avoir soulevé les questions qui restent, tu vois, au-delà de ce que tout le monde fait, les questions de diagnostic, de recherche, intéressant dans un domaine qu'on voit tous les jours, mais pour lequel on se pose évidemment tellement des questions, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce que dans votre pratique, vous faites ça en routine quand vous avez un diagnostic dans certains cas, c'est que dans les équipes? Donc, juste pour la question, c'était est-ce qu'on peut l'utiliser de la spectroscopie par résonance magnétique en routine ou dans des cas particuliers? En pratique, nous, on a une demande qui est demande encéphalopathie hépatique. Et dès qu'on a encéphalopathie hépatique, sur le demande de bons de radio, les neuroradiologues nous font notre spectroscopie par résonance magnétique. On a récemment publié notre expérience on a une structure d'hôpital de jour où on évalue des malades moins graves et tout ça, où on a maintenant 200 ou 250 bonhommes. On en a publié 150 avec de la spectroscopie pour tout le monde. Non, c'est la plupart du temps, c'est des choses qu'il faut mettre en place avec le constructeur. La plupart des constructeurs ont la possibilité de faire de la spectroscopie par résonance magnétique. Ils en font pour des diagnostics différentiels de tumeurs, de choses comme ça. Donc, il faut un peu, on va dire, que l'ingénieur des différentes boîtes se pose avec le radiologue motivé et qui définisse la séquence et qui calibre un petit peu. Et voilà, nous, de temps en temps, on est étonnés parce qu'on a dans la grande couronne parisienne des gens qui viennent d'endroits où il n'y a même pas de neuroradiologue et ils viennent et le radiologue, juste parce qu'il est motivé, qui se dit tiens, un jour, ça c'est rigolo, ils ont mis en place de la spectroscopie et ils peuvent la faire. Donc ça dépend un petit peu des velléités, des volontés, du temps disponible. Surtout parler des traitements qui liés à l'ammoniac, mais pas aux acides biliaires. Il n'y en a pas qui ont testé de baisser les acides biliaires ou des trucs comme ça. Donc la question c'était est-ce qu'il y a des traitements concernant la baisse de l'acide biliaire? Pour l'instant, il n'y a pas de médicament spécifique anti-acide biliaire qui a été testé dans l'encéphalopathie hépatique chez l'homme. Notamment, mais il y a des trucs, enfin voilà, il y a des candidats, l'acide obéticolique, il y a des bloqueurs de FXR, de TGR5 qui ont montré des résultats assez intéressants chez l'animal. Voilà, on n'avait pas eu nos financements qu'on avait demandé pour faire ça chez les animaux et confirmer. Voilà, mais c'est des pistes intéressantes, surtout que ça pourrait être du repositionnement. Ils sont développés par ailleurs dans les maladies biliaires. On pourrait regarder les effets collatéraux chez ces malades-là. Et diagnostic, donc tu as parlé de ce concept actuellement très en vogue qui est le côté neuro-inflammatoire de la maladie de l'encéphalopathie associée aux maladies hépatiques. Est-ce que tu penses que ceci pourrait expliquer pourquoi certains de ces patients, même après transplantation hépatique, on dit l'encéphalopathie c'est un phénomène cosmétique, dès qu'ils sont transplantés, le problème est réglé. Et puis on voit peut-être des gens qui survivent à la transplantation avec des vrais troubles cognitifs à long terme. Est-ce que peut-être que c'est ça qui expliquerait une vraie lésion cérébrale? Donc on sort du côté purement fonctionnel qu'on a toujours cru pendant des années et on rentre dans un côté vraiment de lésion cérébrale, comme dans certains malades sceptiques avec des vraies lésions d'atrophie, de neurotransmission. C'est une super question. On essaie de s'y intéresser à d'autres équipes. Il y a notamment une équipe à
65 et 80% des malades qui ont des troubles cognitifs à 1 an, ce qui est 2 ou 3 fois supérieur aux autres transplantés d'organes. Donc, il y a quelque chose. Donc, on ne peut pas accuser finalement tout d'être réversible. Donc, la question est, est-ce qu'ils ont un cerveau fragilisé qui rend plus vulnérable à l'inflammation, à d'autres choses? Il y a des facteurs qui montrent ça. Il y a notamment du coup des modèles animaux qui montrent que quand on fait subir une hypotension artérielle, en fait, les animaux qui ont la même hypotension artérielle cérébrale plus une hyperammoniémie vont avoir de la perte de neurones corticaux, alors que ceux qui ont l'hypotension avec une ammoniémie normale n'en ont pas. Donc, il y a un petit peu de données là-dessus sur, voilà, est-ce que finalement, en opératoire, est-ce que finalement, on ne va pas, chez certains malades, parce qu'ils ont une ammoniémie élevée, leur induire plus de lésions, mais il y a aussi possiblement le fait que certains de ces malades, avec des maladies dysmétaboliques, du diabète, des maladies des petits vaisseaux, arrivent à la greffe avec déjà un background de maladies neurologiques dégénératives, inflammatoires, où ils ont perdu un peu des neurones. Là-dessus, il y a de l'encéphalopathie hépatique, mais en fait, ça va juste être la part encéphalopathie hépatique qui récupère. Ok. Et vous n'avez pas, pour l'instant, investigué davantage, disons, les gens qui deviennent candidats à la greffe, si on peut dire ça par la suite, on dit que c'est très prévalent, évidemment, parce que Ouais. 80%. C'est un Bah, point important. Hein. Greffer quelqu'un qui après. Bah pour l'instant, donc dans nos structures un peu d'hôpital de jour, les gens un peu de toute l'Île-de-France, quand ils tiquent en se disant on a envie de le greffer, mais tout le monde n'est pas d'accord dans l'équipe, ils nous adressent ces malades. Donc nous, on leur fait tous nos tests, on fait de l'IRM cérébral, on garde du tenseur de diffusion et tout ça. Et on essaie de voir pour l'instant, surtout s'il y a un drapeau rouge qui nous fait dire celui-là, faut pas le greffer. Et je dirais sur 300, 400 malades évalués comme ça, il y en a peut-être 2 où on a dit attention, ça c'est finalement peut-être une démence. On est allé mettre une contre-indication temporaire à la greffe, prouver qu'ils avaient une maladie neurodégénérative pour ne pas les greffer. Les autres, pour l'instant, il y a des gens qui ont des cerveaux atrophiques, catastrophiques, et on se dit si ceux-là, ils passent 3 mois en réa, ça va être la cata. Et certains, en fait, ils sont greffés et 4 jours après, ils sortent des soins intensifs, ils vont mieux et on les revoit et ils n'avaient pas de cerveau, ils n'en ont toujours pas et ça va bien. Il y en a d'autres qui ont des taches blanches partout. Donc, on est un peu au début et nous, on pense que quand même le tenseur de diffusion avec des métriques assez simples, type anisotropie fractionnelle, permettrait peut-être de distinguer, de découvrir ça. Mais ça, on n'a pas suffisamment de avant-après pour donner de réponse pour l'instant. Allora, une question par rapport au traitement de l'hyperammonémie, notamment les thérapies de rescue, notamment la dialyse. Je sais, il y avait un autre collègue de France qui était venu pour nous représenter, qui, eux, je me souviens plus, mais sont la tendance, surtout chez les encéphalopathies hépatiques, à aller assez vite vers la CVVH, il y a l'insuffisance hépatique derrière, malgré qu'il n'y a pas nécessairement une grosse insuffisance artificielle. Je me demandais quelle est votre expérience et à quel point vous dites à la lactulose, là maintenant ça ne marche pas et on doit aller vers une épuration un peu plus forte pour costaud. Globalement, avec l'ammoniémie, c'est time is brain. Donc, si tu balades à 75-100 d'ammoniémie, ok, je dirais c'est bon. Si tu te balades à 250-300 d'ammoniémie, 6-12 heures de trop, ça peut te flinguer totalement ton patient. Et nous, derrière, on les prend pour faire de la neuropronostication sur des comas qui ne se réveillent pas. Donc, tu as tout à fait raison. Épurateur d'ammoniac, celui qu'on a tous en stock sans négocier avec notre pharmacien, c'est une bonne machine de dialyse. L'hémodialyse conventionnelle, ça passe plus vite que l'HDF. Voilà, il y a une petite question. Nous, on a quand même alors c'est un déficit en cycle de durée qu'un jour on a dialysé version un peu punchy, c'est descendu vite. Phénylinolyse sans tropontine. Maintenant, par contre, quand je discute avec les gens spécialistes de la maladie métabolique, on est les seuls au monde, semble-t-il, à avoir eu ça en baissant très très vite l'ammoniémie. Donc, pas sûr que ce soit vraiment. Non, mais peut-être là aussi. Bon, on a eu la même réflexion sur. Bon, donc il y a la vitesse de baisse, mais par contre, j'en ai perdu, on en a perdu, où je donnais des avis sur l'ammoniémie est restée élevée et elle n'est pas baissée assez vite. Alors, si tu es dans le cadre d'une fulminante ou d'une ACLF,
tu les perds, ça gonfle, ils meurent. Si c'est plutôt dans une cirrhose où malgré l'endoscopie digestive, le contrôle de la cause, l'ammoniémie reste très élevée, j'en ai perdu, on en a évalué un certain nombre qui se sont en fait cramés les neurones. Et quand on dit qu'ils ont une hypoxie corticale, en fait, tu trouves un hypersignal cortical chez certains malades et qui, en fait, pour certains, ils vont jamais se réveiller, quoi. Donc, oui, j'aurais tendance à pas être trop strict sur les critères de dialyse tardive juste pour le rein. Le fait d'avoir une hyperammoniémie, pour moi, est peut-être un petit truc pour dialyser un peu plus vite. Nous, vous en doutez, on nous envoie de temps en temps des encéphalopathies hépatiques réfractaires qui, du coup, ont déjà eu par téléphone parce qu'on leur dit de le mettre, le lactulose, la rifaximine, les épurateurs d'ammoniac. Et donc, ce qu'on leur propose, c'est oui, de les dialyser que sur des critères d'hyperammoniémie et pas sur des critères rénaux. Ça nous arrive de faire des échanges plasmatiques qu'on pu montrer aussi dans des petites séries et certaines équipes des choses intéressantes. Voilà, ça nous est arrivé en réa, on n'a fait qu'une seule greffe de microbiote fécal en compassionnel. Voilà, mais on en a fait chez des patients qui étaient plutôt des patients graves, des pathologies 2-3. Des résultats mitigés, hein, on aurait dit ça marche pas. L'autre était vraiment totalement dément et neuneux, cloué au lit à l'hôpital. Et le patient, il habite à Lyon. Il a connu notre existence sur Internet. Et donc, sa femme, pharmacienne, l'a amené à Paris pour qu'on le connaisse, machin. Et donc, maintenant, il vient en consultation en TGV tout seul. Avant, il faisait 6 mois d'hospitalisation en continu sans sortir. Est-ce que c'est la greffe de microbiote fécal? En tout cas, là, il ne reste rien d'autre que la lactulose rifax à 2 ans de ça, quoi. Une maladie hépatique qui n'était pas très grave. Question, merci pour la présentation. Deux questions. La première, il y a un traitement par son sérotique compensé à l'absence d'une infection, qui est totalement asymptomatique, uniquement pas de encéphalopathies. Est-ce qu'on pratique en dose d'ammoniamine ou est-ce qu'il y a un impact en termes d'anticipation, de traitement, de sophistication de l'anticipation? Moi, je pense qu'on dose tellement de trucs que ça vaut le coup de lui doser une ammoniémie pour avoir une idée. Deuxième, juste pour savoir, est-ce qu'elle est plutôt basse ou est-ce que elle est à 70. Ça favorise aussi les prélèvements. Quand vous dosez jamais d'ammoniémie, la fois où vous la dosez, bah en fait, vos infirmières vont mal la doser. Le garçon qui va l'amener au laboratoire va mettre moins sensibilisé que c'est comme un gaz du sang, faut l'emmener vite. Et donc, il y a plus de quelques couacs dans les dosages. Donc, nous, on a plutôt tendance à le faire facilement. À la fois pour ça, et à la fois dans les mesures générales, un petit peu de diagnostic des autres maladies dues à des hyperammoniémies. Et autre question, en partant de l'hypothèse qu'il y a une corrélation entre l'inflammation et la gravité de l'encéphalopathie, est-ce qu'il a été testé des techniques d'absorption? Un petit peu. Il y a un petit peu de littérature, comme souvent dans les techniques d'absorption. Bon, ça semble marcher un peu. Donc ça baissait quelques cytokines. Bon, voilà. Ça limite très bien la cibilière. Voilà, voilà, il y a quelques trucs qui sont comme ça sur petites séries intéressantes, prometteuses, tout ça. Mais bon, voilà, ça mériterait d'être fait à grande échelle pour voir vraiment ce que ça donne, quoi. Peut-être une dernière question, parce que c'est un truc qui m'a intéressé. Tu as présenté cette dichotomisation entre clinique plus ou moins ammonium. Donc, ça crée un peu quatre groupes. Ouais. Et je me demandais, est-ce que, donc on a toujours travaillé, donc, tu vois, on essaie de rajouter à ces malades des tests supplémentaires, on fait des VG, c'est un Doppler transcrânien, test non invasif pour essayer de caractériser la dysfonction cérébrale. Est-ce que pour finir, plutôt que de dire céphalopathie oui ou non, est-ce que le fait qu'un malade soit encéphalopathe avec ou non hyperammoniémie donnerait une signature de ce monitoring différent, c'est-à-dire l'encéphalopathe avec un ammonium à 50, un tracé DG qui est un peu différent que quelqu'un qui a 180. De toute façon, on doute déjà, il est beaucoup plus lent. Est-ce que quand tu fais du Doppler transcrânien, est-ce que quand tu fais d'autres techniques non invasives, est-ce que tu aurais une signature différente? Ça permettrait aussi, tu vois, dans certains aspects, d'avoir une action beaucoup plus agressive sous le côté métabolique que tu citais, là on peut faire les choses,
ou alors plutôt aller chercher des toxiques ou des différentiels. Alors sur Doppler transcrânien, il y a un petit peu de littérature, mais pas beaucoup. Nous, on avait fait à un moment donné du NIRS chez des patients qui arrivaient pour hémorragie digestive. Mon idée, c'était que ceux qui avaient peut-être un peu plus de NIRS bas et du bas débit cérébral, c'était ceux qui allaient 3 jours après développer de l'encéphalopathie hépatique. Pas du tout ça. Ça marche pas. Par contre, ce qu'on trouvait, c'est que les cirrhotiques, quand on fait de la NIRS, le niveau de base est déjà à 60 ou à 50 quand ils arrivent. Et même si on regarde, une fois qu'ils sont stabilisés, 3-4 jours après, ça reste bas. Donc, ils ont une vasodilatation globale. Pas sûr que sur des trucs vasculaires aussi grossiers, pour l'instant, on puisse mettre en évidence des différences. Voilà. Super. Vous avez d'autres questions? Peut-être qu'il y a quelqu'un en ligne qui aurait À des un questions. moment donné, il y a eu un ding, mais je sais. Je vois, il n'y a personne en ligne qui se manifeste. Oui, non, oui, non. Non. Sinon, alors, Nicolas, merci beaucoup encore.